tous, je suis Karine Demonnet, je suis la directrice de la conformité et du contrôle permanent au sein de BPI France et je suis ravie de vous accueillir. Je suis aujourd'hui avec Laurence Fabre au sein de Transparency International. Laurence, est-ce que je vous propose de vous présenter? Merci Karine, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, parfait. Je suis donc Laurence Fabre et je travaille pour Transparency International France. Transparency International France, c'est une ONG internationale qui a à peu près un peu plus de 100 bureaux dans le monde et qui travaille exclusivement sur les questions d'intégrité et très précisément sur les questions de corruption, de blanchiment, de transparence avec les notions de lobbying, ce qu'on appelle un peu l'éthique des affaires aujourd'hui et qui s'est structurée au fur et à mesure et très récemment en France. Transparency France fait beaucoup de plaidoyer, c'est la mission d'une ONG, c'est-à-dire qu'on porte des positions auprès des décideurs publics pour mettre en œuvre les mesures que nous préconisons dans la législation. Mais nous faisons aussi, et c'est à ce titre-là que j'interviens, de l'accompagnement des acteurs, c'est-à-dire qu'une fois que nos positions sont adoptées, il faut aussi accompagner tous ceux qui les mettent en œuvre, et au premier rang desquels les entreprises, pour qu'elles puissent déployer à la fois les dispositifs, mais le nourrir par des bonnes pratiques et partager ces bonnes pratiques au sein d'une entité de Transparency International qui est le Forum des entreprises engagées que j'anime. Alors, pourquoi cette masterclass aujourd'hui? Dans quel contexte on a souhaité profiter de cette audience pour partager avec vous sur l'éthique by design? En fait, en amont de l'événement d'aujourd'hui, on a réalisé un petit sondage auprès de startups pour savoir finalement quel était leur ressenti en matière d'éthique et en particulier en matière de lutte contre la corruption. Une écrasante majorité des répondants, à hauteur de 89%, a bien déjà entendu parler de l'éthique des affaires et de la lutte contre la corruption. Ça nous rassure quand même quelque part. A priori, notre sujet est identifié. Mais 50% des répondants ne connaissent pas la réglementation concernée, c'est-à-dire que quand on leur dit est-ce que vous savez quelles sont vos obligations, est-ce que vous savez quels sont les textes qui s'appliquent, la réponse devient en grande majorité négative. Pour autant, la majorité des sociétés qui ont répondu, à hauteur de 60%, s'estiment bien concernées par la lutte contre la corruption et plus globalement par l'éthique des affaires. Et au sein de cette population, les 3/4 considèrent ces sujets comme prioritaires. Donc si c'est prioritaire, mais qu'on ne connaît pas exactement quels sont les règlements concernés, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour aider la population. Deux motivations majeures se dégagent lorsqu'on s'intéresse à l'éthique des affaires. C'est premièrement les risques juridiques, les risques d'image, les risques de réputation. Donc je crois que c'est assez clair sur le fait que c'est bien là les enjeux principaux. Et également une adéquation avec les valeurs de l'organisation. Et pour nous, ça c'est important, c'est qu'on va essayer de vous partager le fait que mettre en place de tels dispositifs, c'est aussi pour avoir une entreprise qui est conforme à nos valeurs. Enfin, deux freins majeurs qui se dégagent lorsqu'on demande aux entreprises pourquoi pas plus de dispositifs éthiques dès le départ et pourquoi pas dès le design de votre entreprise, dès le début. Le premier frein, c'est l'absence de personnel dédié ou l'impression que ça prend trop de temps. Et du temps, on en manque en entreprise. Et quand plus on est petit, plus on se dit qu'il y a probablement d'autres choses à faire. Et c'est là l'un des points sur lesquels nous, on veut casser cette idée. Et puis une absence de moyens dédiés, parce que parallèlement à ça, on a toujours l'impression que ça prend du temps, que c'est compliqué. Et même, j'ose le dire, on peut penser que c'est monter une usine à gaz que de lutter contre la corruption et mettre en place un dispositif en lien avec l'éthique. Évidemment, ce n'est pas notre point de vue, ce n'est pas du tout notre conviction et on va vous partager cela. Les besoins remontés à court terme, on nous a demandé en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une approche globale de l'éthique et avoir accès à des documents, à des ressources documentaires sous forme par exemple de fiches pratiques. Et c'est ça aussi qui nous a animés pour préparer cet atelier d'aujourd'hui, c'est vous donner des trucs et astuces, histoire de désacraliser l'importance, enfin pas l'importance, mais l'importance des travaux qui seraient nécessaires à mettre en œuvre pour réaliser cet objectif, pour atteindre cet objectif et pour avoir un vrai dispositif.
L'importance de l'éthique by design, c'est donc le titre de cette masterclass. Alors, on parle un peu du contexte réglementaire parce que la grande majorité nous disent on ne sait pas finalement quelle est la réglementation applicable. Oui, pour revenir un petit peu sur les constats déjà de ce sondage, ils illustrent assez bien la difficulté des acteurs qui ont envie de s'intéresser au sujet, qui ont de l'appétence pour le sujet, mais qui se heurtent à plusieurs choses. D'abord, c'est un sujet assez technique qui a fait le fruit en France en France d'une réglementation assez récente au fond, puisqu'il y a 10 ans, nous n'avions pas de corpus extrêmement structuré autour de ce sujet. La deuxième difficulté, c'est que la plupart des acteurs, à juste titre, se sentent parfaitement honnêtes et en conséquence, ils ne voient pas en quoi les questions de corruption peuvent les concerner. Et c'est vrai que 99,9% des salariés ou de ceux qui montent une entreprise n'ont pas l'intention de faire un business non éthique. La troisième difficulté, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment, par ailleurs, d'être confrontés à un risque de corruption. Et qu'en conséquence, finalement, le sujet leur parle, mais le sujet reste assez loin de leurs préoccupations du quotidien. Pourtant, c'est un sujet qui dépasse très largement aujourd'hui la question, je dirais, de l'honnêteté, de la malhonnêteté. Il concerne justement cette espèce de zone grise dans lesquelles nous sommes tous assez souvent et qui se sont manifestées en France par un certain nombre de scandales qui ont concerné principalement l'interaction entre le secteur public et le secteur privé, la facilitation que peut donner la question du conflit d'intérêts qui fait qu'on est amené à faire travailler telle ou telle personne plutôt que telle autre en fonction les questions de prise illégale d'intérêt, autant de concepts qui ne sont pas en soi de la corruption, mais qui sont cette espèce de zone grise dans laquelle on évolue parce qu'il y a une forme aujourd'hui encore, d'habitude et pas un réflexe de questionnement par rapport à toutes ces difficultés. Et puis le quatrième point, c'est que nous sommes aussi dans un contexte français et qu'en France, les citoyens que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, ne voient pas très bien quel est le préjudice en réalité sociétal, collectif qui est porté par la corruption et souvent considère que la corruption, c'est pour d'autres pays, pour ceux qui n'ont pas accès toujours à l'éducation, aux services minimums de santé, etc., parce que justement, il y a de la corruption. Alors notre société sur ces sujets a évolué d'abord par le contexte réglementaire. C'est toujours le droit au départ qui va structurer un peu la prise de conscience. Et ce droit, il s'appuie sur les acteurs majeurs qui sont ceux de la lutte contre la corruption, à savoir les entreprises et je dirais toutes les entreprises. Et donc ce contexte réglementaire, il a évolué en France à partir de 2016. Donc vous voyez, c'est assez récent. Non pas qu'on ne réprimait pas la corruption, bien sûr qu'on le faisait, mais on n'avait pas un outil qui est absolument indispensable et qui est celui justement qu'il faut avoir quand on s'intéresse à ce sujet, c'est au fond comment je préviens mon risque et quel est mon risque. Et ce corpus complet de prévention de la corruption en France, nous l'avons porté d'abord sur les grands groupes que vous n'êtes pas, pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'abord de mettre en œuvre ce type de législation, qui est une législation lourde, puisque le législateur leur a imposé 8 mesures obligatoires avec une autorité de contrôle depuis 2016, qui est l'Agence française anticorruption, qui vient contrôler un certain nombre de mesures qui doivent être en œuvre, au titre desquelles une cartographie des risques, de la sensibilisation, des due diligence sur l'ensemble de ses partenaires, mais aussi des procédures de contrôle qui doivent être régulières, des procédures de code de conduite et de charte. Puis, par capillarité, l'ensemble de ces grands groupes travaillant avec des entreprises beaucoup plus petites, eh bien, elles ont demandé, ces grands groupes ont demandé aux petites entreprises de leur démontrer, lorsqu'ils étaient leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, ce qu'ils mettaient eux-mêmes en œuvre pour lutter contre ce type de sujet, dans la mesure où ils étaient des facteurs de risque pour l'entreprise elle-même. Et donc, on a vu par capillarité se déployer, en fait, la législation dite Sapin 2, d'abord focus sur des entreprises importantes, sur des entreprises beaucoup moins importantes qui ont dû, parce qu'elles contractualisent avec des grands groupes, développer
une réflexion sur la lutte contre la corruption. Et puis il y a des entreprises beaucoup plus petites qui sont dans l'opérationnel, qui démarrent leur activité, qui elles sont restées un peu à l'écart des sujets, non pas parce que le sondage est très bien, elles ne considèrent pas que le sujet est intéressant, mais parce qu'on se sent assez démuni sur les moyens que l'on a de pouvoir mettre en place des choses simples qui correspondent à la structure dans laquelle on est ou que l'on anime. Il faut savoir aussi que ce contexte français, il est aussi lié à un contexte international. On est dans un monde où les risques se sont considérablement accrus. Le dialogue multilatéral qu'on peut avoir pour faire avancer ce genre de sujet est aujourd'hui plus difficile. Et donc, vous aviez avant un seul acteur de la lutte contre la corruption sur le plan mondial, pour des raisons multiples, qui sont les États-Unis et qui avaient la législation la plus ancienne. Puis peu à peu, on a fait monter d'autres pays sur ces enjeux, et donc vous avez le Royaume-Uni et la France, je le disais, qui dernièrement s'est structuré autour de ces sujets. Donc on est dans un monde qui voit une multiplicité de risques. On a les sanctions, on a les questions, toute la question des embargos, on a la question de l'intégrité, on a les conflits, etc., qui ont multiplié, bien sûr, les risques en matière d'intégrité. Et dans cette cartographie-là, chacun à sa place doit pouvoir avoir quelques outils simples pour mettre la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, la question aussi des représentants d'intérêts, comment on fait son lobbying, comment on le fait de manière plus transparente, plus éthique. Il faut pouvoir donner à chacun des clés à la mesure de ses moyens pour s'attaquer à ce genre de sujet. Voilà, donc on est dans un monde qui a beaucoup changé, avec des risques qui sont associés à ces enjeux, qui n'existaient pas il y a 10 ans, et dans un monde par ailleurs qui se complexifie. Vous avez des grands enjeux sociétaux auxquels il nous faut faire face. Vous avez les droits humains, vous avez la question de l'environnement, vous avez la question de la criminalité organisée, on en parle beaucoup ces derniers temps, qui pénètre à la fois tout le secteur public en France, mais aussi les entreprises. Et donc il nous faut, face à ces enjeux, avoir une conscience très claire que le facilitateur de tous ces problématiques, c'est la corruption. Vous n'avez pas un grand scandale en matière de droits humains ou d'environnement, vous n'avez pas de narcotrafic, sans qu'au milieu, vous ayez la corruption comme facilitateur de ce genre de problématiques. Donc la corruption, en réalité, on l'a partout, avec des formes différentes. On a soit une corruption transnationale importante avec des commissions qu'on connaît assez bien, mais on peut avoir à son échelle aussi des problématiques de conflits d'intérêts, de déport de décision parce qu'on a quelqu'un avec lequel on est en interaction, qui est un membre de notre famille. Et pourquoi faut-il finalement faire attention à ce genre de comportement? Et tout ça, il faut qu'on puisse donner des outils et construire des outils à la mesure de ses moyens, mais aussi à la mesure de sa cartographie finalement des risques. Alors cette réglementation à Transparency International, nous faisons en sorte que chaque acteur puisse se l'approprier à travers une multiplicité de guides pratiques pour guider les uns et les autres dans la mise en œuvre de leur politique en la matière. Et pour les petites entreprises, ce qui est important, c'est d'intégrer ce paramètre-là dès le départ, non pas comme un grand groupe avec des plans de prévention aussi structurés, mais au moins d'avoir peut-être une charte qui permette de parler à son écosystème, donc de donner quelques lignes assez simples en matière de code de conduite. Qu'est-ce qu'on attend de nos salariés? Quels sont les quelques grands principes en lien avec les valeurs qu'on veut porter, sur lesquels on peut se mettre d'accord en interne, sans que ça demande non plus un déploiement de moyens et de personnes, de moyens humains et financiers en fait, qui ne soient pas proportionnés à nos enjeux. Est-ce qu'on a la possibilité de faire sur 2 pages un dispositif pour permettre de faire des signalements? Est-ce qu'on donne la possibilité en interne à ces salariés et même à tous ces prestataires de nous signaler s'il y a des dysfonctionnements, si on voit un angle mort sur ces sujets au sein de l'organisation? Et ça, c'est absolument indispensable. Donc il nous faut toujours réfléchir à ces sujets
en proportion des moyens dont on dispose pour qu'on puisse intégrer dès le départ. C'est une façon de parler à son écosystème en disant, ben voilà, nous, on le sait aujourd'hui, on a des enjeux environnementaux, de durabilité, on a des enjeux en matière de droits humains, on a des enjeux aussi en termes d'intégrité, parce que nous évoluons dans un écosystème où nous parlons à des entreprises qui ont déjà mis en place ce genre de politique. Il faut qu'on puisse parler avec elles en ayant pleinement conscience de ces sujets. Il faut aussi qu'on puisse parler à nos salariés, aux gens qu'on embauche et qui sont peut-être sensibles aussi à ces questions d'intégrité. Et donc, on met en place quelques principes simples en termes de code de conduite. Et tout ça, évidemment, Transparency International essaie de favoriser la prise en compte de ces sujets par tous les acteurs et de ne laisser personne sur le bord de la route de façon à ce que on n'ait pas ce sentiment qu'en fait, on n'est pas concerné par le sujet et qu'au fond, c'est un sujet certes en soi très intéressant, mais qu'en réalité, au regard de notre activité, au regard de la taille de l'entreprise, finalement, on est peu confronté au sujet. Et c'est ça qu'il faut intégrer, c'est ce préjugé-là qu'il faut dépasser pour mettre en place quelques outils assez simples qui permettent de travailler ces sujets et d'en discuter. Du coup, on a dit beaucoup de choses. On a dit une nouvelle réglementation depuis 2016. Ça veut dire qu'avant, vous l'avez dit Laurence, on luttait contre la corruption, mais on n'avait pas un texte de loi sur lequel s'appuyer pour savoir exactement ce qu'il fallait faire. Ce texte, on peut peut-être le rappeler, et vous l'avez dit, il s'applique à un certain nombre d'entreprises au-delà de seuils. Et malheureusement, les seuils, parfois, les entreprises qui ne les atteignent pas se disent et font peut-être l'erreur de se dire en fait ça ne me concerne pas, je n'ai pas à mettre en place ce qui est demandé par la loi Sapin 2. Pourquoi c'est une erreur? Ça aussi vous l'avez dit Laurence, parce qu'en fait les écosystèmes se parlent, les petites entreprises travaillent avec les grandes entreprises, les petites entreprises vont à un moment donné devoir recruter et pour le recrutement c'est important de partager les valeurs entre les collaborateurs que l'on souhaite rejoindre notre aventure versus les valeurs que vous portez. Les entreprises, elles vont également chercher à lever des capitaux. Et à un moment donné, les investisseurs qui vont potentiellement mettre de l'argent dans votre entreprise vont vous interroger sur les petites entreprises. Ok, vous êtes en dessous des seuils, mais pour autant, vous allez travailler avec des clients et des fournisseurs qui, bien souvent, eux, sont au-dessus de ces seuils. Et donc, eux, ils ont tout un écosystème dans lequel ils doivent évoluer. Ce sont les fameux 8 piliers de l'article 17 de la loi Sapin 2 que vous avez mentionné, Laurence. Et là, l'objectif, c'est de se dire, sans monter cette fameuse usine à gaz, comment est-ce qu'on arrive, même quand on est une petite entreprise, quand on est une start-up, à mettre en œuvre les éléments fondamentaux pour pouvoir répondre à l'écosystème dans lequel chacun intervient. Vous l'avez dit également, la France a été probablement l'un des pays qui a le plus tardé à mettre en place cette réglementation. 2010, avec une entrée en vigueur 2011, c'était le UK Bribery Act. Donc, en Angleterre, on avait déjà pris de l'avance puisque toutes les opérations au moins conclues sur le sol anglais et ou avec des relations d'affaires anglaises étaient assujetties à ce texte. Et 1977, c'était quand même juste il y a 47 ans, le texte aux États-Unis qui encadre la corruption des agents publics. Donc, quand même, on avait ce retard, on l'a probablement surmonté, mais on a encore des sujets dans la mentalité et dans la volonté des entreprises de mettre en œuvre. Donc les 8 piliers, l'AFA a publié récemment des nouvelles directives pour finalement, moi je trouve un peu les simplifier et se dire, ces 8 piliers, c'est surtout 3 grands sujets. Le premier, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si le boss de l'entreprise ne croit pas au dispositif, alors ça ne marchera pas. Et croyez-moi, vous avez beau être le meilleur opérationnel en charge de ces sujets-là, si vous n'avez pas le soutien de votre direction générale, ça ne marche pas. Et donc, l'ensemble des dispositifs doit être supporté par la direction générale. Ça veut dire une volonté affirmée. Et lorsqu'on rencontre des cas, ça veut dire on arrête de regarder ailleurs, mais on les traite.
Après, j'ai beaucoup de mes pairs qui me demandent, mais ça veut dire quoi finalement l'engagement de l'instance dirigeante dans une petite entreprise? Ça peut être 3 mots lors des vœux à l'ensemble de ses collaborateurs pour rappeler que l'éthique, c'est important pour le dirigeant. Ça peut être dans une lettre annuelle à son écosystème, mettre quelques mots sur l'éthique, c'est important dans notre entreprise. Ça peut être également quelque chose de plus approfondi dans un espace internet sur le site de la société où il y a un message du directeur général, il y a un message de la direction générale sur ces sujets-là avec, si on va plus loin, un espace dédié aux valeurs éthiques et aux dispositifs éthiques de l'entreprise. Le deuxième point, c'est la cartographie des risques. Et ça, c'est la pierre angulaire. Et moi, je souhaite qu'on lutte contre l'idée préconçue selon laquelle faire une cartographie des risques de corruption, c'est l'enfer. C'est une usine à gaz, c'est long, c'est coûteux, ça prend des semaines, des mois, ça coûte de l'argent. Alors évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise, le chantier n'est pas le même. Mais dans une petite entreprise, dans une start-up, on peut faire des choses très simples, mais il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Donc cartographier ces risques de corruption, Kesako, c'est identifier, et là encore vous l'avez dit Laurence, c'est identifier les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez. En fonction du secteur d'activité dans lequel votre entreprise exerce, il n'y a pas les mêmes risques de corruption. En fonction des pays dans lesquels vous avez des activités, il n'y a pas les mêmes risques de corruption. Et d'ailleurs, on peut s'appuyer sur les cartographies pays que sont faites par des organismes comme Transparency International. En fonction de l'écosystème, si vous êtes avec des partenaires publics, avec des partenaires privés, il n'y a pas les mêmes risques de corruption. Comment est-ce que vous obtenez vos marchés? En fonction de la compétitivité, est-ce qu'on est sur un marché très compétitif où il y a énormément de concurrence, ou est-ce qu'on est quasiment les seuls? Est-ce qu'on a du réseau? Est-ce qu'on va chercher à faire travailler ou à travailler avec des gens avec lesquels on a déjà des relations d'affaires et on se dit que finalement c'est peut-être plus facile, mais attention à la dérive sur le petit deal entre amis? Ça, c'est des choses assez simples, assez basiques. Et finalement, arrêtons de se dire qu'une cartographie des risques de corruption, c'est très difficile à mettre en place. Une fois qu'on identifie ces risques, on se pose des questions sur comment on fait pour lutter. Et là, on n'hésite pas à se faire mal en se demandant qu'est-ce qui peut se passer de pire. Bien sûr, 99% des entreprises ne rencontrent pas de sujet de corruption ou ne pensent pas en rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le 1% des cas qu'on rencontre? Quelle est la position à adopter? Quel est le dispositif? Est-ce qu'on attend que soit commis l'acte de corruption pour se poser la question? Non, certainement pas. On veut vraiment vous sensibiliser sur le fait que tous ces sujets sont des sujets anticipés. Et puis évidemment, c'est ensuite tous les dispositifs de contrôle que vous avez mentionnés. C'est qui, quoi, comment. Quels sont les dispositifs qui encadrent les cadeaux? Alors quand on est une start-up, on se dit peut-être que en fait, les cadeaux, ce n'est pas un sujet. Ça peut le devenir très vite. Qu'est-ce que vous faites si un de vos collaborateurs reçoit un cadeau? C'est autorisé, c'est interdit, il faut le déclarer, il ne faut pas le déclarer. Il y a des montants au-dessus desquels on dit non, il y a des montants au-dessus desquels on dit c'est pas possible. Est-ce qu'on a une tolérance? Ça, c'est des questions à se poser. Il faut se les poser très rapidement. Il ne faut pas attendre d'avoir grossi énormément, avoir eu des pratiques très différenciées en fonction d'eux pour se poser la question de la règle. Et il y a des règles basiques, élémentaires qui s'appliquent assez facilement. Mais là encore, c'est des sujets à réfléchir en amont facilement, très facilement. Mais ces règles, elles s'écrivent et ensuite il faut communiquer dessus. Là encore, un de vos collaborateurs, quand il reçoit un cadeau, il ne faut pas avoir le préjugé que c'est quelqu'un qui a cherché à le corrompre. Il y a la pratique de la relation d'affaires et il y a l'acte de corruption. Il faut faire cette nuance, mais c'est à chaque entreprise de décider de placer le curseur. Où est-ce qu'il est? Et en fonction du secteur d'activité, en fonction, je ne sais pas moi, si on travaille dans le luxe, les cadeaux sont peut-être différents de lorsqu'on travaille dans l'industrie manufacture, par exemple, manufacturière. Donc là, un dispositif à adapter, parce qu'il y a également un message. Souvent, on nous dit, mais donnez-nous les guides, donnez-nous les cartos, qu'on les mette en place très facilement. Et ce n'est pas qu'on n'a pas la volonté. Nous, on a la volonté de vous mettre à disposition les outils. Mais il n'y a pas une cartographie des risques de corruption qu'on pourrait répliquer d'une entreprise à l'autre. Parce que, évidemment, la carto, elle dépend
de l'activité, de l'organisation, des implantations, du business à l'international. Est-ce que je fais du business avec des partenaires publics ou seulement privés? Comment est-ce que j'obtiens mes marchés? Est-ce que je réponds à des appels d'offres publics? En fait, y a tellement de critères qui font que, et en fonction de la taille de votre entreprise, vous n'allez pas avoir la même carte. Je rebondis sur cette idée de... C'est vrai qu'il y a des process qu'il faut adapter à la structure dans laquelle on évolue et ou qu'on dirige. Mais il faut mettre surtout du sens. Si on veut avoir une organisation qui s'empare du sujet, il faut comprendre, il faut que chacun puisse comprendre là où il est, pourquoi à un moment donné on a une politique cadeau-invitation. Pourquoi à un moment donné on a une politique sur les conflits d'intérêts? Pourquoi on fait une cartographie des risques quand on travaille en interaction peut-être avec le secteur public ou dans des pays considérés comme à risque? Pourquoi en fait il faut lutter contre la corruption? C'est pas toujours évident, mais c'est cette pédagogie-là qu'il faut s'efforcer de faire, on le disait, éthique by design, très en amont. Nous, on est porteurs de valeurs, nous sommes telle ou telle entreprise, nous travaillons avec des valeurs qui sont celles-ci, et d'abord, on veut que si vous travaillez avec nous, vous le sachiez et que vous soyez alignés sur ces valeurs, et on veut qu'en interne, nos salariés, nos nouvelles recrues, les jeunes qu'on est susceptibles d'embaucher, puissent aussi comprendre les raisons pour lesquelles on met en place ce genre de politique. Donc c'est une réflexion en amont qu'on peut avoir quand on est une petite structure de manière assez simple autour de quelques principes clairs, mais qui permet à chacun après de faire de l'autorégulation, parce que l'objectif c'est quoi? C'est pas d'avoir un gendarme derrière chacun, mais c'est que chacun puisse se questionner en disant oui, mais ça, est-ce que vraiment je peux le faire? Et le plus grand risque que court une entreprise, c'est d'avoir au fond des salariés qui se posent jamais de questions, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'au fond on voit pas le problème, et c'est ça la difficulté. La première difficulté pour implémenter ce type de sujet, c'est de créer du collectif autour des valeurs que l'on porte à travers quelques guidelines très simples sur ce qu'est la lutte contre la corruption. Après, il y a des sujets un peu spécifiques. Clairement, je travaille à l'international. Ça ne veut pas dire que je suis une entreprise corrompue, mais je suis plus exposée qu'une entreprise qui va faire 100% de son business en domestique. Fine, c'est pas grave, ça ne doit pas être un frein au développement à l'international. Cette entreprise qui travaille à l'international, elle recourt à des agents. Là, on a un petit warning qui s'allume, mais là encore, qui dit agent ne dit pas systématiquement corruption, dit juste risque. Donc, comment est-ce qu'on l'encadre? On va regarder particulièrement les modalités de sélection de cet agent. Si c'est un agent qui est parachuté par un tiers et qui vous dit si, il faut absolument travailler avec un tel, tu verras, c'est lui qui t'apporte tout le business, on s'interroge. Peut-être il est génial, mais on s'interroge sur pourquoi, sur sa compétence et sur comment est-ce qu'il a apporté. On va s'interroger également sur ses modalités de paiement. L'agent qui est domicilié dans un pays X, que je paye dans un pays Y, c'est surprenant. Ça ne veut pas dire corruption, ça veut dire indice, indicateur de « Ah, j'ai une petite alarme qui s'allume et je vais faire des diligences ». Donc là encore, il y a des idées préconçues. Agent égale corruption. Non, agent égale risque plus élevé. Agent avec un paiement dont le pourcentage de sa commission serait en dehors de toute pratique, ça questionne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de payer super bien un super agent. Mais normalement, les commissions des agents, c'est assez encadré. On est sur des marchés qui sont généralement normés. Donc là encore, on s'interroge. Le paiement offshore, moi, il me fait peur. Je me demande toujours pourquoi. Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qu'on essaye de contourner? Pourquoi est-ce que je fais un paiement dans une localisation qui ne correspond ni à la domiciliation de l'agent, ni à la réalisation de l'opération, au territoire de la réalisation de l'opération? Donc, quelques petits trucs et astuces comme ça qu'on souhaite vous donner sur des indicateurs. Pas de corruption, mais des indicateurs de risque. Et puis c'est vrai que c'est un sujet qui souvent est un sujet de gestion du risque. On le disait, le risque juridique, il y a un risque juridique, la corruption c'est une infraction grave. Et maintenant dans beaucoup de pays. Mais c'est aussi une infraction opaque. Et donc tant qu'elle n'est pas découverte, elle se perpétue. C'est le risque d'ailleurs pour une entreprise que de continuer finalement à être un petit peu en marge de la loi parce qu'au fond, ça fonctionne en réalité. Mais
Au-delà de la prévention du risque juridique, il y a évidemment le risque d'image et de réputation auquel aujourd'hui il faut être extrêmement sensible. Une étude de l'OCDE montre que le premier motivation à mettre en place des politiques en matière d'intégrité, ce n'est plus le risque juridique, c'est le risque d'image et de réputation. La corruption, c'est une infraction infamante. Ce n'est pas comme avoir un problème de droit de la concurrence. Avoir de la corruption, c'est extrêmement pénalisant en termes d'image. Et l'entreprise, quelle que soit sa taille, elle a besoin de continuer à parler à son écosystème. Et donc, elle a besoin quand même, à un moment donné, de ne pas porter sur elle une image épouvantable. Regardez des grands groupes comme Lafarge, aujourd'hui poursuivis pour de la corruption, des crimes contre l'humanité, etc. C'est une entreprise qui, à un moment donné, a changé de nom, a été rachetée et n'a plus pu recruter de talents. Parce que personne n'a envie, jeune, d'associer son image, même comme salarié, en une entreprise qui est poursuivie pour ce type d'infraction. Et ces infractions, aujourd'hui, elles étaient portées contre des individus. Aujourd'hui, elles sont portées contre des entreprises, ce qui est un mouvement en termes de contentieux assez récent. Donc il faut penser à ça. Mais ce n'est pas qu'une question de prévention des risques. C'est aussi quel est le bénéfice que je retire à mettre en place et à réfléchir à ces sujets. D'abord, ce sont des bénéfices concurrentiels. Pendant très longtemps, et c'est à ça qu'il nous a fallu d'abord nous affronter, on a considéré que la corruption, c'était un facilitateur de business et que c'était profitable, jusqu'à ce que des entreprises viennent démontrer, des grands groupes, qu'elles avaient tellement misé sur la corruption pour obtenir des marchés internationaux qu'en réalité, quand les affaires sont tombées, elles avaient pris un retard en matière d'innovation technologique absolument considérables qui ont entraîné chez elles des difficultés sur le plan industriel, par exemple. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, mettre en place ce type de politique, c'est pouvoir recruter aussi des gens jeunes qui sont plus sensibles à ces sujets. C'est pouvoir aussi gagner un avantage concurrentiel par rapport à un certain nombre d'entreprises qui, elles, continueraient à fonctionner selon des schémas assez anciens. C'est retirer en termes d'image et de réputation une valorisation d'être une entreprise qui est capable encore aujourd'hui de prendre en compte l'ensemble des enjeux sociétaux, de les intégrer, de les transformer en process et de les adapter complètement à sa cartographie des risques. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de pouvoir intégrer ce type de sujets. On a toujours l'impression qu'ils sont terriblement répulsifs et qui pourtant aujourd'hui sont considérés comme des enjeux majeurs pour n'importe quelle société, parce que nous, citoyens ou nous, consommateurs, on est beaucoup plus sensibles qu'avant et on a surtout les moyens de savoir. Là où il y a 10 ans, on ne savait pas, parce qu'on ne pouvait pas savoir, vous avez aujourd'hui de plus en plus d'informations qui vous parviennent et la capacité de choisir. Et donc une entreprise qui veut parler à son écosystème, c'est une entreprise qui est capable de rendre des comptes sur ce type de sujet pour conserver la confiance dans ce qu'elle est en train de faire. Absolument. Mais pour autant, lutter contre la corruption, c'est aussi encadrer des sujets qui parfois sont invisibles. On a parlé des conflits d'intérêts et la difficulté première quand on doit gérer des conflits d'intérêts, c'est de les identifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut également communiquer à ses collaborateurs le fait qu'ils doivent lever la main et dire lorsqu'ils s'interrogent sur peut-être je suis en conflit d'intérêts. Je m'explique. Vous êtes une petite entreprise. Vous avez un de vos collaborateurs à qui vous avez confié la mission de négocier un marché. La partie en face que vous avez, il se trouve que c'est là où son conjoint travaille. Il ne porte pas le même nom. Vous ne pouvez pas le savoir. Si votre collaborateur ne se pose pas la question, ne lève pas la main pour dire est-ce qu'il n'y a pas un sujet, la partie en face, je suis conflictée, j'ai un intérêt personnel avec cette partie en face, comment est-ce qu'on le gère? Et ça, c'est fondamental parce que souvent, on a des collaborateurs qui se disent en fait, ça va être un problème, donc peut-être je ne le dis pas. Il n'y a rien de pire que de ne pas dire. Et donc, ça veut dire que les entreprises, dès leur plus jeune âge, doivent mettre en œuvre une politique de transparence et une politique de communication sur ce sujet aussi, pour expliquer que
la responsabilité d'une bonne gestion des conflits d'intérêts dans une entreprise, elle repose sur chacun des collaborateurs et sur leur propre transparence. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous tout vous dire. Ça veut dire que lorsqu'ils rencontrent des situations à risque, là, ils doivent lever la main, là, ils doivent s'interroger, là, ils doivent venir interroger l'entreprise qui doit savoir gérer ça. Et là encore, est-ce qu'on attend d'être face à un cas où on se dit oh, mais il n'y a que Paul qui sait gérer cette situation et là, c'est le conjoint de Paul qui est en face, comment on fait, je ne sais pas gérer, ou est-ce qu'on y réfléchit en amont pour encadrer, j'allais dire au calme, la présente situation pour se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Une situation de conflit d'intérêts, ce n'est pas grave, ça s'encadre. Mais pour l'encadrer, la première chose, c'est qu'il faut l'identifier. Et le bon encadrement ne se substituera jamais à la bonne identification. Il faut en parler. C'est un sujet dont il faut parler de manière tout à fait simple en entreprise. Pendant longtemps, ça a été un sujet tabou. On n'osait pas en parler. C'est un sujet parfois un peu technique, il y a des montages financiers, on ne sait pas trop, on se demande est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Il faut que l'entreprise, quelle que soit sa taille, elle favorise le dialogue. C'est la meilleure première protection que l'entreprise peut se donner. Faire en sorte que chaque salarié puisse se dire attendez, je me pose une question. Et pour qu'il puisse se poser cette question, il faut que vous leur en ayez parlé. Il faut qu'on vous ait parlé de ce sujet. Sinon, personne n'ose en parler. Et il faut se sentir à l'aise. C'est un sujet d'expression dans l'entreprise qui doit être totalement valorisé et déployé. Et donc pour en parler, généralement, il faut avoir nommé un référent. Parce que j'en parle à qui? En fonction de la personne à qui j'en parle, est-ce que j'ai la même réponse? Et puis, je n'ai pas envie que toute l'entreprise soit nécessairement au courant des informations que je vais donner à ce référent. Donc dès lors que vous avez identifié un point de contact, c'est quand même plus facile. C'est également plus facile pour se créer sa doctrine. Si à chaque situation, on encadre de la même manière ou de manière différente, ça va poser difficulté. Je ne dis pas que chaque situation est identique, mais il y a quand même des caractéristiques souvent communes qui vont revenir dans des situations de conflit d'intérêts. Et souvent, on va avoir ce qu'on appelle le fameux registre des conflits d'intérêts qui, là encore, fait peur à bien des gens en se disant oh, encore une usine à gaz. Pas du tout, ça peut être un tableur Excel très simple. On consigne et on garde trace de comment est-ce qu'on l'a encadré. Ça, c'est un excellent moyen de défense a posteriori. Si on se fait attaquer sur le sujet, on arrive à répondre non, non, pas du tout, telle personne nous l'avait déclaré. Voilà la manière la plus simple possible selon laquelle on a décidé de l'encadrer. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Souvent, ça permet de faire dégonfler le soufflet qui est monté de manière non appropriée. Les cadeaux et les avantages, on en a parlé, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de les encadrer? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de recevoir un cadeau qui cadeau ne signifie pas corruption, Laurence? Non, il ne faut pas être parano non plus. Ce n'est pas parce qu'on reçoit un cadeau, une invitation qu'on est... Mais selon la période dans laquelle se trouve, si on est en plein renouvellement d'un marché, si vous êtes invité à la mesure... D'abord, il faut se poser la question de savoir pourquoi on est invité. C'est très agréable d'être invité, mais à un moment donné, en fonction des... On a tous un pouvoir, quelle que soit sa place dans une entreprise. Donc à un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi on m'invite, par exemple, à un événement où moi, je ne peux pas le rendre? Je ne serais pas à même d'inviter cette personne. Donc pourquoi elle le fait? Il faut se questionner. Et pour éviter à chacun de se questionner et de poser de multiples questions, de se poser de multiples questions, souvent l'entreprise, elle donne des guidelines très simples en disant des petits cadeaux, oui, voilà à peu près le niveau. Ou alors, si elle ne donne pas de montant, elle peut dire les cadeaux que vous recevez, vous les recevez au titre de vos fonctions. Donc ces cadeaux, vous les mettez dans le pot commun, puis on s'en servira pour les pots de départ, etc. Avant, on recevait beaucoup, vous le savez, dans les entreprises, à la fin de l'année, des cadeaux pour faciliter, maintenir la relation, etc. Tout ça a un peu changé. Il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles, à un moment donné, on est invité ou on reçoit des cadeaux et quel type de cadeau et d'invitation? Alors le sport est extraordinaire pour ça parce que ça permet évidemment de créer de la convivialité. On vous dit mais c'est affreux, on ne pourra plus jamais travailler. Mais si, bien sûr, il faut avoir de bonnes relations pour travailler avec les gens, il faut avoir de la confiance, mais il faut connaître aussi la ligne rouge. Et cette ligne rouge, il faut que l'entreprise aussi se donne les moyens de la faire comprendre à ses salariés et de l'encadrer par des choses qui peuvent être tout à fait simples et qui dépendent aussi de la culture d'entreprise. Vous avez des entreprises dans lesquelles on met tout dans le pot commun. Il y a des entreprises qui vous disent au-delà de 20 €, c'est pas possible. Au-delà de 10 €, c'est pas possible. Tout dépend des valeurs, de la culture d'entreprise sur ces sujets. Donc ce sont des sujets dont, premièrement, il faut parler.
Pour pouvoir en parler, il faut avoir été sensibilisé en amont. Il faut donner les moyens à la mesure de la taille de l'entreprise de pouvoir comprendre quelques process simples qui mettent le collectif à peu près sur une même base d'engagement. Et puis, il faut faire vivre le sujet en interne. Et c'est un moyen de parler à ses salariés, de parler à son écosystème, de se préserver en termes de risque, de se préserver en termes de risque juridique, d'image, de réputation. Et ça, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, est en mesure de le faire avec quelques indicateurs clés. La réciproque, c'est de regarder les notes de frais. Oui, parce que les cadeaux que l'on reçoit, on ne les voit pas en notes de frais, ils peuvent avoir été détournés des pots communs. Mais les cadeaux que l'on offre, a priori, le collaborateur lambda, il a souvent tendance à ne pas le payer sur ses deniers personnels et à avoir une volonté de le refacturer à l'entreprise. Pour ce faire, généralement, le moyen utilisé, ce sont soit les dépenses directes, soit les notes de frais. Et c'est là où c'est important d'avoir un dispositif de contrôle, là encore très simple, contrôler les notes de frais, contrôler le bien fondé de la dépense, contrôler, s'assurer de pourquoi est-ce que cette dépense, pourquoi est-ce que j'ai invité tel client, pourquoi est-ce que j'ai invité tel fournisseur, quel était l'objectif recherché. Bien entendu, on a le droit d'avoir des relations d'affaires qui sont sympathiques, on a le droit d'inviter au restaurant. Attention, en fonction de la culture d'entreprise, en fonction de son résultat, une entreprise qui peine à être à l'équilibre, avoir des dépenses de restaurant très régulières dans des endroits qui peuvent être qualifiés de somptuaires, ça va poser questionnement. Donc on regarde les dépenses effectuées, on fait du contrôle a posteriori et on s'assure qu'on met en place des politiques tout simplement. Hein. C'est un grand mot pour quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'on autorise à passer en note de frais ou en dépenses sur le compte de l'entreprise? Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on communique aussi sur un dispositif d'alerte parce que là, on se dit que, a priori, dans notre écosystème, tout le monde a envie de lutter contre la corruption. Mais il existe malheureusement des cas où on va avoir un doute et on va se dire, si j'en parle à mon responsable ou si j'en parle à mon collègue, je vais être dans une difficulté. Et c'est notamment en ce sens qu'il faut déployer un dispositif d'alerte éthique. Est-ce qu'on s'en parle pour conclure ? Le dispositif d'alerte éthique, c'est très simple. C'est sur une petite entreprise, c'est avoir la capacité de dire quelle est la problématique et de faire en sorte de pouvoir le dire de manière confidentielle. Si on voit dans notre univers proche un certain nombre de dysfonctionnements. Dans des grands groupes, évidemment, c'est quelque chose de très structuré avec un système d'enquête extrêmement charpenté, qui est prévu d'ailleurs par les textes. Mais dans une petite entreprise, c'est pas toujours facile, c'est même plus compliqué de lancer une alerte parce qu'on se connaît tous, parce qu'on sait très vite qui a parlé. C'est pas de la délation, c'est simplement dire, ben là, j'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement, je vois quelque chose qui me semble pas correspondre. Il appartient, c'est de la responsabilité de l'entreprise de dire, ben écoutez, nous on vous écoute, nous, on peut vous assurer la confidentialité. On en parle simplement et puis on va faire quelques vérifications pour savoir. L'entreprise, elle a intérêt parce qu'elle a intérêt de savoir en amont ce qui se passe, d'avoir un problème qui peut à un moment donné être exposé sur la place publique. Donc tout ça, c'est de la prévention. Hein. C'est simplement être bien outillé pour pouvoir gérer toutes ces difficultés qui peuvent être très importantes, mais aussi des petites difficultés du quotidien sur lesquelles il faut être avisé. Pour aujourd'hui continuer à créer de la confiance. Hein. C'est ça aussi. On a besoin de redevabilité. On a besoin qu'on nous rende compte et donc on a besoin de confiance pour fonctionner, quel que soit son business. Et donc là encore, avoir un référent pour savoir à qui je dis quand j'ai un doute et prévoir le backup du référent parce que quand j'ai un doute sur le référent, c'est compliqué d'aller voir le référent pour lui dire j'ai quelques questionnements sur ton comportement, est-il bien éthique ou pas? Donc souvent, et effectivement, plus la taille de l'entreprise est modeste, plus c'est compliqué. Mais ne pas oublier le double, le backup du référent, c'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas. Et quand on se trouve dans cette situation, on se trouve un peu bête. D'autant plus que s'il y a un référent unique et qu'il n'a pas été saisi, que c'est quelqu'un d'autre, cette autre personne pourrait se trouver dans une situation délicate en disant « je ne suis pas habilité à ». Voilà. Le mot de la fin, il oui. nous reste 35 secondes. Écoutez, on n'a pas tellement de temps pour les questions, mais on est à votre disposition si vous voulez qu'on s'entretienne de ces sujets.
et vous présenter un peu plus les outils dont vous pouvez disposer, qui sont des outils faciles à mettre en œuvre. Mais encore une fois, un conseil, parlez de ces sujets, évoquez ces sujets, posez-vous des questions. Et c'est comme ça qu'on fait vivre l'éthique dans une organisation. Dès le départ, il faut pouvoir en parler. Et si le dirigeant n'en parle pas, eh ben, allez lui en parler, demandez-lui, questionnez-le. Quelle est votre position, cher dirigeant? Merci beaucoup.